Bienvenue à tous, c'est l'heure du décryptage. Pour la Banque africaine de développement, un Africain appartient à la classe moyenne lorsque son revenu quotidien est compris entre 2,2 et 20 $. Selon ce critère, près de 370 millions de personnes appartiennent à la classe moyenne, soit 34% des 1,1% d'habitants du continent. Selon les prévisions, d'ici 2 ans, l'Afrique pourrait devenir le second marché recevant le plus d'investissements de la part des sociétés européennes de biens de consommation. La classe moyenne africaine, quelle réalité, quels enjeux? C'est le sujet de ce numéro de décryptage. Pour en parler, nous recevons le professeur Yao Golo Nkounou, économiste et enseignant-chercheur à l'université de Lomé. Nous le retrouvons juste après ce décryptage du sujet. Il est signé Fafali Lac. La classe moyenne africaine, serpent de mer ou véritable moteur de croissance. Ce concept purement économique est l'un des plus flous jamais inventés par les sciences économiques. Aux États-Unis, on l'appelle la middle class pour désigner la classe intermédiaire entre les plus riches et les plus pauvres. Alors, la classe moyenne était la classe des moins pauvres, des plus pauvres ou celle des moins riches, des plus riches. Difficile à quantifier. La Banque africaine de développement place dans la middle class africaine tous ceux qui ont un revenu compris entre 2,2 et 20 $ par jour. Selon ces critères, près de 370 millions de personnes appartiennent à la classe moyenne sur le continent. Des chiffres amputés du tiers par les résultats d'une étude récente commanditée par la CFAO et qui établit à 224 millions le nombre d'Africains pouvant se prévaloir d'appartenir à la classe moyenne. Alors, première question, qui est vraiment de la classe moyenne en Afrique? Merci, cher professeur Golo, d'avoir accepté cette invitation et de nous honorer de votre présence dans cette émission qui a pris le pari d'aller un peu plus loin, d'apporter un peu plus de décryptage, d'analyse, de profondeur dans les sujets que nous traitons sur cette télévision. Alors, professeur Golo, je suis tenté de vous poser comme première question, pour vous, que recouvre le concept de classe moyenne? Merci pour la question. Le concept de classe moyenne, si on peut l'appeler ainsi, a été initialement défini au moment de la révolution industrielle. Donc, on a fait recours à la classe moyenne, qui est une classe qui se situe entre les ouvriers, la classe ouvrière, et la bourgeoisie qui a à sa possession les moyens de production. En ce moment, la classe moyenne désignait tout simplement les petits commerçants, les petits travailleurs qui ont quand même un certain niveau de capital, mais qui ne possèdent pas de moyens de production comme la bourgeoisie. Donc, la classe moyenne se situait à cette époque entre la classe ouvrière et la classe bourgeoise. Maintenant, si avec l'évolution, puisqu'on n'est plus à l'ère de la révolution industrielle, cette définition a beaucoup évolué. Alors, quelles sont les évolutions sémantiques qu'a pu connaître le concept de classe moyenne? À cette évolution, il y a beaucoup de définitions. Il n'y a pas une seule définition pour la classe moyenne. Selon qu'on se trouve dans un contexte économique, la définition n'est pas la même que lorsque nous sommes dans un contexte sociologique ou bien historique. Donc, voilà, dans le contexte sociologique, on amplifie un peu la lutte des classes, parce que vous parliez de la bourgeoisie et du prolétariat, voilà, qui est, la classe moyenne serait cette classe intermédiaire-là. Aujourd'hui, pour raisonner économiquement, là est votre domaine de compétence. Qu'est-ce que ça recouvre? Comment est-ce que vous remplissez ce concept de classe moyenne là? Avec quel concept? Avec quels chiffres? Quelles données? Le concept de classe moyenne aujourd'hui, pour le définir un peu simplement, regroupe l'ensemble
des individus disposant d'un revenu plus ou moins stable et sécurisé. Alors, professeur, est-ce que cette définition que je vais vous proposer là, qui serait celle-ci? La classe moyenne serait peut-être les plus riches des plus pauvres, hein, et les moins riches, hein, des plus riches. Est-ce que cette définition vous conviendrait? Pas forcément. La définition économique retenue pour la classe moyenne exclut les pauvres, bien que si nous prenons les estimations de la BAD, comme vous l'avez souligné, la BAD élargit la base d'estimation qui prend en compte plus d'individus que si on se réfère de façon stricto sensu à l'estimation ou bien aux évocations de la Banque mondiale. Ni pauvre, ni vraiment riche. Cette définition ne vous convient pas. En même temps, vous nous expliquez que c'est un complexe polysémique, oui, qui a connu une évolution au gré des mutations économiques. Alors, professeur Golo, voilà, quels sont les secteurs dans lesquels travaillent ces habitants, ces gens-là, ces consommateurs qui forment la classe moyenne? Comme je l'avais dit tout à l'heure, la classe moyenne regroupe les individus qui ont un revenu stable et sécurisé. Ceci étant, peu importe le secteur dans lequel l'individu travaille, c'est initialement la stabilité de son revenu et la sécurité relative qui est importante. Donc, quel que soit le secteur dans lequel l'individu travaille, et si on veut faire un classement selon le critère économique, il faut tenir compte de la stabilité de ses revenus. Alors, un ouvrier qui est mal payé, mais qui est sûr d'avoir une source de revenus stable, peut être considéré comme faisant de la classe moyenne. Aujourd'hui, on voit des gens qui travaillent dans des zones franches ou qui travaillent dans des petites entreprises qui ne perçoivent pas un gros salaire. Est-ce qu'on peut considérer tous ces gens-là comme faisant partie de la classe moyenne parce qu'ils ont un emploi stable et une source de revenus qui semble a priori stable aussi? Non. Dans ce cas, selon les critères annoncés par la Banque mondiale et la BAD, la Banque africaine de développement, il y a, pour la Banque mondiale d'abord, on parle de classe moyenne lorsque le revenu par personne et par jour se situe entre une fourchette de $12 et $50. Bien. En rapportant cette définition à l'Afrique, il y a une infime partie, 2% environ, qui font partie de la classe moyenne. Donc c'est d'où l'intérêt du travail de la Banque africaine de développement qui a élargi un peu la base de ce critère. Donc, pour la base, ce critère va, comme vous l'avez dit, de 2,2 à 20 dollars. À 20 dollars par jour et par personne à 20 dollars. Et ça a permis de prendre en compte en 2010 27% de la population africaine et que les prévisions vont jusqu'à 34%, voire 37% pour 2030. Alors, ces statistiques-là, on voit que ça varie d'une institution à une autre. Est-ce que c'est stable? Est-ce que, concrètement, est-ce qu'on a une vision claire, hein, de la classe moyenne africaine? Oui, on peut faire confiance à ces statistiques. Sinon, on ne fera plus confiance à d'autres statistiques que nous utilisons. Parce que moi, j'ai les chiffres de la CFAO qui disent qu'en 2010, la classe moyenne était estimée à 78 millions d'habitants sur le continent, alors que pendant ça, la BAD, avec les critères de la BAD, on est autour de 370 millions. Voilà, vous voyez, l'assiette est assez large. Hein, parce que... Oui, ça, tout dépend de la fourchette choisie pour le revenu. Si on rétrécit la fourchette, il va de soi que le nombre d'individus à inclure dans cette classe soit moindre par rapport au cas où on élargit la base de la fourchette. Donc pour la BAD, c'est parce que la base a été élargie qu'on a plus d'individus
que lorsqu'on utilise la fourchette de la Banque mondiale. Alors, élargissons un peu la perspective aussi de notre côté. Professeur Golo, quel est le profil géographique, socio-démographique, c'est-à-dire où habitent ces gens, comment est-ce qu'ils vivent, à quelle couche de la société appartiennent-ils? Je parle de la classe moyenne africaine. Oui, la classe moyenne africaine, si je vais revenir un peu sur les critères géographiques, est-ce que c'est des gens qui habitent dans des zones rurales, dans des zones urbaines? Où est-ce qu'on la trouve sur une carte? Non, sur une carte d'un pays donné, généralement, comme la définition que nous venons de donner, on a tendance à assimiler cette classe moyenne aux individus qui ont un emploi salarié, disons, stable. Et généralement, ces emplois se retrouvent dans les milieux urbains. Alors, quels sont les critères sociodémographiques, le poids démographique, on l'a vu, on a essayé de voir à quel point c'était assez difficile d'avoir des statistiques assez stables, mais sociologiquement, c'est des gens qui viennent de quel secteur? Du point de vue sociologique, ou bien si on veut situer le poids démographique de la classe moyenne, cette classe moyenne, on voit qu'elle est plus dans les secteurs, comme je l'avais dit, qui sont destinés à l'emploi salarié. Et ce sont ces emplois salariés. Donc la classe ouvrière, tous ces gens-là ne font pas partie, pardon, la classe paysanne aussi, les petits paysans qui cultivent des petites parcelles dans les villages et qui ont des ressources de revenus assez relativement stables, au gré des saisons et des vents, de la pluviométrie. Est-ce qu'ils n'appartiennent pas à la classe moyenne aussi? C'est pour ça que j'avais dit au départ qu'il n'y a pas un secteur donné qui regroupe la classe moyenne. Si nous prenons la définition que nous avions donnée, la stabilité du revenu et le fait que ce revenu appartienne à la fourchette de $, 20 dollars de la BAD. De 20 $ de la BAD. Un agriculteur qui a un revenu dans cette fourchette fait partie de la classe moyenne. Je pense que c'est clair. Oui. Alors, Monsieur Golo, est-ce qu'il y a des disparités d'un pays à l'autre? Est-ce que quand on est de la classe moyenne togolaise, c'est la même chose? Ça veut dire la même chose que un monsieur pris de la classe moyenne sud-africaine, pris de la classe moyenne égyptienne, tunisienne ou je ne sais, de kenyane ou ougandaise? Est-ce qu'il y a des disparités entre les pays? Il y a des disparités, mais en termes de proportion. Mais si on prend individuellement un individu classé dans la classe moyenne au Togo, étant donné que cette classification a été faite sur les critères statistiques qui ont pris soin de l'évaluer en parité des pouvoirs d'achat, donc il n'y a pas de disparité en termes individuels. Un Africain du Sud, ou bien un Sud-Africain qui a ces 5 $ comme revenu par jour en parité de pouvoir d'achat égale à la même chose qu'un Togolais qui gagne ses 5 $ par jour, toujours en parité de pouvoir d'achat. C'est-à-dire le panier de biens que ces 5 $ permet d'acheter en Afrique du Sud et au Togo est considéré comme le même. Alors, donc, en termes de proportion, il y a une grande disparité au niveau du continent et selon les pays. Si on prend les pays de l'Afrique du Nord, ils ont une proportion en termes global de 76 à 77% de population comme étant classe moyenne. Si on considère l'Afrique de l'Ouest, dont fait partie le Togo, on est à 34%, de même que l'Afrique australe où se trouve l'Afrique du Sud. C'est seulement l'Afrique de l'Est, les pays de l'Afrique de l'Est, la Tanzanie, le Kenya, tous mis ensemble, qui ont un faible taux ou bien une faible proportion
en termes de classe moyenne qui tourne autour de 25%. Alors, Monsieur Golo, est-ce que cette classe moyenne-là, elle émerge ex nihilo? Est-ce que c'est le fruit des décennies de croissance soutenue sur le continent? Parce que tous les jours, on nous bassine les oreilles avec les taux de croissance qui font pâlir d'envie le continent européen et américain. On nous donne des prévisions de croissance de la hauteur de 5% sur le continent. Est-ce que la classe moyenne, là, elle émerge sur le support de cette croissance-là? Il y a les deux sens. La classe moyenne nourrit la croissance qu'on remarque sur le continent et cette croissance même aussi nourrit l'émergence de la classe moyenne. Pour avoir la croissance, les pays ont investi un peu dans les infrastructures, qu'on a mis en place des politiques visant à améliorer les infrastructures indispensables à la croissance. On a amélioré les secteurs privés dans ces pays qui embauchent, comme on l'avait dit, ce sont des employeurs salariés qu'on considère aujourd'hui comme étant faisant partie de la classe moyenne. Donc, si on améliore le secteur privé qui crée des emplois stables et sécurisés, ajouté aux politiques d'infrastructure qui sont mises en place dans presque tous les pays du continent, ces politiques ont entraîné la croissance. Et cette croissance a alimenté l'émergence d'une classe moyenne avec ses habitudes de consommation qui, par la suite, font appel à l'augmentation de la demande intérieure et donc de la production. Donc, dans les deux sens, il y a la classe moyenne qui alimente la croissance et aussi la croissance qui alimente l'évolution de la classe moyenne. Alors, cette croissance aussi, elle ne se décrète pas, comme on dit. Nous appartenons à une économie globalisée aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une part aussi de l'émergence qu'on peut imputer à l'environnement économique international, à la santé, à la conjoncture, et qui serait directement liée à la conjoncture? On pourrait suivre les contre-coups. Aujourd'hui, on sent le ralentissement de l'activité en Chine, ce qui est en train d'affaiblir les taux de croissance et d'activité dans un certain nombre de pays. Les recettes fondent comme neige au soleil. On le voit au Nigeria, en Angola, ces pays producteurs de pétrole qui souffrent du ralentissement du géant chinois. Donc, la classe moyenne, la survie de la classe moyenne aussi dépend de facteurs extérieurs. Je voudrais que vous explicitiez un peu le lien, l'articulation entre l'économie au niveau national et les grands vents de la croissance internationale. Oui, comme vous l'avez dit, il y a un lien certain entre l'évolution de l'activité économique au niveau global et l'émergence de la classe moyenne ou bien de la croissance dans nos pays. Le ralentissement de la croissance dans certains pays africains que vous avez cités, le Nigeria, l'Angola, l'Algérie, un certain nombre de pays producteurs de pétrole, parce qu'on sait que le pétrole aujourd'hui... Justement parce que ces pays ont fondé leur production essentiellement sur les ressources naturelles. S'il y avait eu une diversification de l'économie, s'il y avait eu la diversification de la production, même le ralentissement de la croissance en Chine ou bien la conjoncture globale qui touche cette ressource ne va pas impacter la croissance dans ces pays. C'est justement parce que les économies africaines sont en train de poursuivre les transformations structurelles pouvant amener à améliorer les structures de production pour pouvoir satisfaire la demande qui est exprimée à travers la classe moyenne. Est-ce qu'aujourd'hui, nos États, vous le disiez, ils ont pris conscience, ne serait-ce que parce que cette crise, elle est là. Est-ce qu'ils investissent suffisamment? Est-ce que les politiques qui sont mises en place sont assez vigoureuses pour s'assurer de cette diversification dans un intervalle de temps assez bref? La transformation structurelle dont nous parlons ne se fait pas du jour au lendemain.
Donc ce sont des structures anciennes qui existaient et qu'il va falloir démanteler, reformer, restructurer au fur et à mesure. Donc ça va prendre un peu de temps. Donc ce n'est pas aussi automatique que la transformation soit décrétée, comme vous l'avez dit, on ne décrète pas la croissance. Donc on met en place des politiques qui vont au finish aboutir à cette croissance. Alors tout à l'heure, vous avez explicité le lien entre la croissance économique et l'émergence de la classe moyenne. Quelle est l'importance pour des économies comme les économies africaines d'avoir une classe moyenne assez dynamique et qui s'enrichit et qui se maintient? Comme nous l'avions dit, la classe moyenne exprime des besoins en termes de demande. Le comportement, par exemple, de la classe moyenne africaine, qui a été révélé dans la littérature, c'est que cette classe moyenne a une forte demande non seulement des biens de consommation durable, mais aussi des biens d'éducation, l'éducation de leurs enfants. Et ce sont aussi des gens qui sont bien éduqués eux-mêmes. Ensuite, il y a une forte demande des services de santé et de qualité. Donc, tous ces éléments, l'éducation et la santé, concourent au renforcement du capital humain qui est très important pour la croissance économique. Et donc, lorsque cette classe moyenne va croître, va augmenter, et avec sa demande exprimée en termes de qualité et de l'amélioration du capital humain que ça draine, cela conduit inévitablement à une croissance économique. Donc, la classe moyenne, à travers sa demande exprimée, est très importante pour la croissance économique. Maintenant, cette croissance économique, elle mérite d'être bien redistribuée. Donc, la réduction des inégalités dans la répartition des revenus pour pouvoir profiter à l'ensemble de la population et donc plus à l'émergence de la croissance économique. Donc, on se situe là dans un cercle qu'on peut dire vertueux qui lie la croissance économique, l'évolution de la classe moyenne et la croissance économique. Alors, un autre aspect aussi, c'est l'accélération de l'urbanisation et une certaine bancarisation de l'économie. Tout ça, ce sont des indicateurs positifs qui vont de pair avec l'émergence d'une classe moyenne. Mais en même temps, sur le plan sociétal, ça induit un bouleversement profond des valeurs traditionnelles. Comment est-ce que tout cela s'articule, voilà? Au niveau de... Ça induit des changements de mode de vie, de production, de consommation, l'émergence d'une classe moyenne dans un pays. Oui, la demande exprimée pour les biens et les services par les classes moyennes, on ne va pas dire la classe moyenne, les classes moyennes africaines, renferment des biens et des services qui sont des biens de qualité, comme nous l'avons souligné. Et donc, cette demande se démarque fondamentalement de la demande initiale exprimée par, comme on peut dire, l'ancienne génération ou bien la société traditionnelle. On a tendance aujourd'hui à l'occidentalisation de nos habitudes de consommation et de nos demandes. Et donc, on a l'impression que nous sommes en train d'importer les modes de vie, les modes de consommation qui sont différents de nos modes de vie traditionnels. Et donc là, ça peut avoir, sur le plan sociologique ou sociétal, ça peut avoir un impact sur la société, comme nous l'avons souligné. Alors, un autre impact aussi, et non des moindres, c'est la question du genre. La classe moyenne agirait sur la question du genre. Il y aurait un rapport, la classe moyenne, le sexe de la classe moyenne se féminise, ou c'est quoi l'idée? Oui, la question du genre aujourd'hui est dans toutes les têtes et
insérée dans toutes les politiques presque au niveau du continent africain et dans nos pays pris individuellement. Donc, comme l'avons dit, la transformation de la société qu'apporte l'émergence de la classe moyenne qui tend à s'approprier ou bien à, si on peut le dire, s'occidentaliser, est un gage pour la liberté, une autonomisation des femmes, de l'autonomisation, une libéralisation des sociétés. Oui, dont bénéficient les femmes. Aujourd'hui, on voit que la planification familiale, un exemple, est discutée au sein de cette classe moyenne qui émerge et donc qui profite aux femmes, qui laisse un espace de politique de décision aux femmes dans les différents foyers. Donc l'autonomisation de la femme est prise en compte et est favorisée à travers l'émergence des classes moyennes. Alors, on peut revenir aussi au rôle politique que l'émergence de la classe politique, de la classe moyenne, pardon, induit, parce que voilà, on conquiert des modes de vie, comme vous l'avez dit, occidentaux, ce sont des modes de vie occidentaux, et des modes aussi de pratique sociale, comme vous l'avez expliqué. Cela induit parfois une certaine pression pour une certaine libéralisation au niveau de la société. Maintenant, quels sont le rôle, les ressorts politiques que la classe moyenne, l'émergence de classes moyennes africaines induisent? Est-ce que ça bouleverse le paysage politique dans les pays? Est-ce qu'il y a un lien pour vous? Dans les différents pays africains, de façon générale, on voit que la classe politique, c'est celle qui avait depuis presque au début des indépendances commencé la lutte politique. Et donc, elle est menée par l'élite, la classe riche, dans son ensemble. Et comme la constitution, la façon dont les partis politiques sont constitués, généralement dans nos pays, n'est pas la même chose, ne va pas de la base vers le sommet, mais plutôt de façon verticale du sommet vers la base. Il y a parfois les politiques qui ne sont presque pas influencés par l'émergence de la classe moyenne. Mais dans certains pays, partout où il y a une amélioration vers la démocratie, la gouvernance démocratique, ces pays prennent en compte les aspirations, c'est-à-dire les changements que expriment les classes moyennes à travers leurs habitudes et leurs comportements. Clairement, la classe moyenne a un poids politique et un rôle à jouer pour plus de démocratisation dans les pays, si je peux vous résumer. En même temps, pour terminer, professeur, je voudrais que vous donniez quelques mots sur le concept de la lutte des classes moyennes. Aujourd'hui, à l'intérieur des classes moyennes, on a l'impression qu'il y a une lutte, c'est-à-dire il y a la peur aussi du déclassement. On a peur de redescendre et l'envie aussi de monter vers les classes aisées. Comment est-ce que tout cela s'articule? En quelques mots, très vite, parce qu'on est presque à la fin de l'émission. Oui, la lutte des classes, ça a été souligné dans les écrits de Karl Marx, qui disait que la lutte des classes... Au sein des classes moyennes, pardon. Oui, la lutte des classes ferait que à un moment donné, la bourgeoisie, et il n'y aura plus de classe moyenne, il y aura une disparition, une fonte totale de toutes les classes. De toutes les classes. C'est le matérialisme historique. C'est le matérialisme historique. Mais ici, certes, lorsqu'on réduit la pauvreté et que les gens émergent pour accéder à cette classe moyenne, ces individus essaient de jouer leur maintien. Et généralement, ceux de la classe moyenne supérieure et ceux de la classe aisée utilisent, ce sont des
si on peut le dire, des entrepreneurs qui initient des affaires et exploitent en quelque sorte la classe ouvrière ou bien la classe pauvre. Et de toutes les façons, une fois qu'il y a la croissance qui est bien redistribuée, il y a la baisse de la pauvreté et donc il y a l'émergence de la classe moyenne et donc la classe, il y a une partie de la classe moyenne supérieure qui tend aussi à accéder à la classe... Vous croyez en la disparition un jour des classes? En un mot. On le croit plus Karl Marx. Oui, plus que... Par rapport à Karl Marx, parce que jusqu'à présent, les faits lui ont donné tort. La lutte des classes n'a pas abouti à la disparition de la bourgeoisie. Il y a toujours des pauvres et des riches. Il y a toujours des pauvres et des riches, mais étant donné qu'il y a réduction de cette pauvreté, donc on s'entend à ce que cette pauvreté tende à disparaître à terme. Si cette pauvreté disparaît à terme, donc il y aura plus de classes pauvres, on aura une classe moyenne et une classe riche, et la lutte va continuer jusqu'à ce que tout le monde accède à la classe riche. Vous êtes assez optimiste. Je pense que c'est sur ces mots d'optimisme que nous allons nous arrêter. Et je vous rappelle, pour les fidèles téléspectateurs qui nous ont suivis durant ces 40 dernières minutes, que nous étions avec le professeur Yao Golo Nkunu. Il est économiste, enseignant-chercheur à l'université de Lomé. C'est la fin de ce numéro de décryptage. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt pour un nouveau numéro.